Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Swimming Pool, Vertigo et Eyes Wide Shut. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois l'animatrice du podcast Couple ouvert, Stéphanie Vandelac. Salut Stéphanie! Allô, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être à ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis super content, j'écoute tous les épisodes de Couple ouvert. Je suis malheureusement pas encore abonné au Patreon, mais dès qu'ils sortent, je me garoche dessus. Je trouve que les entrevues que tu fais avec ton chum Thomas Levac sont vraiment pertinentes. Vous allez loin avec les invités. Les gens s'ouvrent. C'est comment animer ce podcast-là avec ton chum? Ça vient d'où, cette idée-là? Écoute, c'est vraiment simple. L'idée est venue de Tom parce que, tu sais, lui, il y a déjà un podcast où il anime seul, le podcast de Thomas Levac, puis qui est vraiment, tu sais, là, ça, c'est vraiment des entrevues en profondeur avec les invités, mais à un moment donné, on jasait de podcasts en général, puis il disait « je suis jaloux des podcasts où est-ce que le monde peut juste partir sur des bulles puis rire ensemble. » Puis il dit mon podcast se prête moins à ça vu que c'est des entrevues plus profondes sur la vie des gens, vie de famille, vie amoureuse, carrière, puis le milieu de l'humour. C'est toutes des choses qu'on touche aussi à Couple ouvert, mais vu qu'on est les deux ensemble, on peut plus... Tu sais, on est plus porté vers le gag, porté à rire, porté à revirer des situations de bord pour s'en amuser. Fait que c'est plus ça le ton, tu sais, c'est ça un ton où est-ce que on peut rire de tout finalement. On peut s'amuser avec tout. Fait que c'est ça. Fait qu'il me disait j'aimerais ça avoir un podcast où est-ce que je peux donc rire, tu sais, il dit j'envie les podcasts un peu comme sous-écoute, un peu comme tu me niaises, où est-ce que justement c'est des amis ensemble qui rigolent. Puis là il dit j'aimerais ça le faire avec une fille. Je cherche une fille drôle. Il dit c'est qui la fille la plus drôle que tu connais? Puis j'ai comme moi. Fait qu'on a essayé, puis rapidement on a enregistré plein d'épisodes, puis rapidement on a eu quand même une bonne réception de la part de gens qui trippent à écouter ça. Fait que ça, c'est la plus belle des récompenses, là. Donc, de savoir que, j'ai déjà dit, c'est ça, de savoir juste qu'une personne aime ça, je suis contente. Tu sais, si on peut faire rire une personne, tant mieux. Si on en fait rire encore plus, ben tant mieux aussi. Puis vous parlez beaucoup de cinéma avec vos invités que vous recevez les deux. Beaucoup de films étrangement, beaucoup de films sur la violence conjugale dans les années 90. Toutes les Basic Instinct et toutes les couples qui s'entre-déchirent. Mais toi, tu as découvert ça comment, le cinéma? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Les premiers films qui m'ont marqué, écoute, moi, je suis une enfant, là, je suis une enfant Walt Disney à 110%, tellement que quand j'étais enfant puis que j'écoutais des films dans lesquels il y avait des vraies personnes, ça me faisait peur. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien gris, puis les gens, ils sont pas parfaits. Ça me déstabilisait. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment... tu sais, puis ma mère, elle respectait les PG-13 puis tout ça. Fait que quand tout le monde avait vu Jumanji, puis... parce que Jumanji, je pense que, tu sais, c'était pas PG-13, mais il y avait comme une restriction de genre 8 ans et moins, tu peux pas ou une affaire de même. Puis, fait que ma mère, elle respectait ça à la lettre. Fait qu'à l'école, quand tout le monde avait vu Jumanji puis Jurassic Park, moi, j'avais pas vu ça, là. Tu sais, j'étais vraiment, là... Ma mère voulait me garder, là, dans un monde où le Père Noël existe puis tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Fait que quand j'ai été capable de faire mes propres choix, de me sortir du PG-13, puis de commencer à choisir moi-même ce que je voulais, ben je suis rapidement tombée dans marathon de films d'horreur, de Poltergeist, de Children of the Corn, puis donc, tu sais, quand tu refoules quelque chose, ben après ça, ça explose, là. Fait que c'est pour ça que je suis tombée complètement de l'autre côté du spectre de la magie.
Fait que, j'ai développé vraiment une passion pour l'horreur, autant autant dans mes lectures que au cinéma. OK. Puis après ça, fait que j'étais vraiment dans ce genre-là. Puis après ça, au cégep, j'étais en sciences humaines, mais toutes mes cours d'options, je les prenais comme en cinéma. Fait que j'ai eu un prof mon premier cours de cinéma, ça a été cinéma américain. Et là, j'ai découvert tout un univers. C'est là que j'ai découvert Hitchcock, notamment. Donc, qui est un peu dans la veine horreur et tout ça, là, mais un peu plus avec une qualité technique qui était différente de ce à quoi j'étais habituée, mettons. Là. Donc, Puis là, après ça aussi, moi-même, j'ai commencé à faire du théâtre musical. Les comédies musicales ont commencé à m'intéresser. Fait que là, j'ai découvert aussi tout ce genre-là. Je suis allée aussi fouiller dans les vieilles, là, les vieilles comédies musicales de la MGM, là, avec des femmes qui s'empilent en pyramide puis qui se transforment en fontaine humaine. Dans une énorme piscine, là, tu vois. Exact. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que je me suis mis à découvrir cet univers-là qui m'a fascinée. Tu sais, je veux dire, les arts, tu sais, je travaille dans le domaine des arts de la scène. Les arts en général, puis ce qu'ils font vivre aux gens me fascine, là. Donc, voilà. Génial. Ben, restons dans la thématique piscine et Hitchcockienne avec Swimming Pool. C'est un film de François Ozon réalisé en 2003 avec Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier ou Sagnier, je n'ai jamais su comment le dire. C'est à peu près elle qu'on voit tout le long du film. Il y a Charles Dance aussi qui est dans ce film-là. Ça raconte quoi, Swimming Pool? C'est l'histoire d'une écrivaine anglaise qui se rend à la maison d'été de son éditeur en France pour écrire, puis trouver l'inspiration. Puis sur les lieux, elle fait la rencontre de la fille de son éditeur, rencontre à laquelle elle s'attendait pas. Elle pensait passer l'été seule là-bas. Puis donc, je vais pas en dire plus sans vendre de punch, mais clash de génération, clash de culture, clash de mœurs entre ces deux femmes-là. La jeune fille étant française et la dame étant anglaise. J'aime le clash des deux cultures. Il y a aussi toute l'approche à la sexualité de ces deux femmes-là. Donc, encore là, dans la culture anglaise, une culture très, mon Dieu, un peu plus square nécessairement. La culture française un peu plus débridée. Donc, j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que ça traite de sexualité féminine, ça traite de la sexualité aussi d'une femme plus âgée qui est l'écrivaine en question, qui est une femme plus âgée. La jeune fille étant une jeune fille, mettons, début vingtaine, je dirais, là. Donc, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est le genre de film, je me suis rendu compte, en fait, que mes trois choix, c'était des films avec il y avait un caractère sexuel à mes trois choix principaux, puis je m'en étais pas rendu compte, et nécessairement c'est Thomas qui m'en a fait réaliser. Mais je l'ai réalisé, puis on reviendra à la fin des trois films, je vais avoir quelques questions là-dessus. Parfait. Puis, mais j'ai beaucoup aimé, c'est ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans Swimming Pool, puis que je pense aussi qu'il y a dans les trois films que j'ai choisis aujourd'hui, c'est qu'à la fin, tu peux vraiment discuter avec la personne avec qui tu l'as vu de qu'est-ce qui vient de se passer. Est-ce qu'on l'a compris de la même façon? Elle, tu penses que c'est quoi, tu sais? Ouais, donc, telle situation, tu penses-tu que c'est... Puis aussi ça, dans les trois films que j'ai choisis, il y a la connotation de est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ouais. Est-ce que c'est vrai, mais c'est un jeu? Est-ce que c'est... Tu sais, donc... ça me fait triper. Quand j'écoute un film puis qu'à la fin, je fais « Ah! » Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, toi, tu penses quoi? Toi, tu penses que c'est ça? Puis il y a ça dans Swimming Pool. Ouais, ben c'est ça. Puis l'avant-dernier plan ou un des derniers plans du film, tu fais « Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir? » Parce que ça remet tout en question avec un plan que je comprends à peu près peu ou pas. Je me pose, je l'ai vu hier, en fait, en préparation de l'entrevue, parce que je l'avais jamais vu, mais il m'a toujours... Tu sais, j'ai travaillé dans des clubs vidéo, puis la pochette, l'affiche de ce film-là m'a toujours frappé de faire « Mais c'est quoi ce film-là? C'est juste un film sur des gens autour d'une piscine? » Mais
pourquoi il était autant célébré, pourquoi on en parle autant, parce que c'est un film qui est quand même souvent cité, souvent nommé dans les meilleurs films de François Ozon, entre autres. Puis ouais, je suis vraiment... le film a fini, puis j'ai fait... Je vais avoir besoin d'un petit moment de réflexion. Là. Je sais pas ce que je viens de voir. Mais c'est intéressant aussi que le personnage de Charlotte Rampling, c'est une femme qui écrit des romans d'horreur, des romans d'espèces d'enquête, le style Miss Marple, ce genre de littérature-là à la Anne Rice, Mary Higgins Clark, toutes ces autrices anglo-saxonnes-là. C'est elle, en principe, qui devrait être celle qui a l'esprit tordu des deux, mais c'est elle qui est le plus en réserve par rapport à la jeune femme française qui a, on ne sait pas nommer son âge, mais on peut se douter qu'elle est au début de la vingtaine, fin de l'adolescence, début vingtaine, qu'elle a vécu des trucs très weird dans sa vie qui ne sont jamais expliqués. Quand tu l'as vu la première fois, tu avais quel âge? Ça t'a fait quel effet? J'étais adolescente, fin de l'adolescence, probablement, c'est ça, autour de l'âge que la jeune protagoniste a. Ça m'a beaucoup confrontée parce que ma vie ressemblait pas du tout à ça. En fait, c'est une question que j'avais. T'étais comment, toi, à l'âge de cette femme-là? Écoute, moi, j'étais... tu sais, moi, j'allais à l'école en enrichi, fait que je passais ma soirée à faire des devoirs. Moi, je suis pas le genre de personne que... Tu sais, quand les gens, ils racontent de dire « Ah, moi, au secondaire, j'avais des chums, puis telle affaire, puis ma première relation sexuelle, puis mon premier French, c'était... moi, c'est tout venu sur le tard, parce que c'est ça. Moi, je passais mes soirées à étudier en écoutant de la musique classique, là. Puis j'avais un cercle d'amis, là, j'étais pas complètement recluse, mais tu sais, moi, ce qui me faisait triper, c'était, comme j'ai dit à Couple Ouvert, j'avais un site web, fait qu'entretenir mon site web, puis apprendre le langage HTML à temps perdu quand j'ai fini de faire mes devoirs, là. Fait que j'étais vraiment une geek de sous-sol. Fait que moi, de voir une jeune femme qui a une sexualité super ouverte, qui s'amuse avec les autres, qui s'amuse avec son corps, moi, je vivais pas ça du tout. J'étais aussi très complexée, comme bien des adolescents, bien des adolescentes, là. Donc, ça m'a... c'est venu... c'est pour ça que ça m'a rentré dedans autant, je pense. Là, j'étais comme « wow! » Tu sais, je comprenais que c'était un personnage, là, que c'est une œuvre, mais en même temps, je me disais « OK, oui, c'est ça, il y a d'autres styles de vie vraiment à l'opposé de moi. Je n'aspire pas exactement à ça, mais si je peux y toucher un peu, je pense que ça m'amuserait, tu sais. Ça m'a juste ouvert des ampoules là, dans la tête. Là. Je dis pas que je voulais pas une vie débridée comme ce personnage-là nécessairement, mais j'étais juste comme... Puis aussi de voir même la femme plus âgée qui, tu sais, finalement, peut-être que je m'identifiais plus à cette femme-là, tu sais, à cause que ma vie ressemblait peut-être plus à celle de cette femme-là, puis que justement, qu'elle se laisse un peu influencer par la plus jeune personnage, puis d'oser certains comportements ou certaines actions qui la sortent de son carré habituel, ça m'a vraiment parlé, là, finalement. Oui, puis c'est très rapide dans le film, le moment, à mon sens, où le personnage de Charlotte Rampling commence à avoir une attirance ou qu'elle a une espèce de, peut-être pas un coup de foudre, mais qu'elle remarque que cette jeune femme-là sont diamétralement opposées. Pour moi, ça se passe au moment où Ludivine Sagnier se déshabille pour aller dans la piscine, mais la piscine est remplie de feuilles mortes. Puis l'autre est comme, moi, je ne toucherai pas à l'eau tant que c'est pas nettoyé. Mais pour moi, c'est là le moment où elle fait, cette jeune femme-là a quelque chose de magnétique. Puis elle est magnétique. Ah oui, quand elle regarde aller, tu fais, mais ça vient avec tous les troubles. Tu sais, j'aime ça comment le film est construit, qu'elle est tellement magnétique au début, est tellement, tu sais, elle a l'air parfaite, puis charnelle, puis est délurée, tu sais, elle fume dans la maison, elle boit, vient avec un gars différent tous les soirs, puis plus tu avances dans la psychologie du personnage, plus ça y va juste de déchéance en déchéance, là. Je trouve vraiment que c'est un peu un condensé d'une relation malsaine, là. C'est en une semaine, c'est une relation malsaine qui commence avec les papillons puis qui finit dans le drame le plus total, là.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a l'espèce de magie du début, puis d'attirance, comme tu dis, magnétique, puis de Mhm. wow, les choses avec elle sont tellement. Tu sais, c'est ça, elle se permet de sauter dans une piscine sale. Il y a quelque chose Ouais, d'osé, tu sais. Puis ouais. c'est ça, il y a tout aussi ce que représente finalement la piscine, là, à travers ce film-là. Là. Ouais. On peut analyser ça bien longtemps là, sur ce que cette fameuse piscine représente, mais oui, c'est ça, comme tu dis, l'envers de la médaille, ça dérape. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un bon chemin? Tu sais, c'est toutes des questions qui sont soulevées dans ce film-là. Finalement, aussi, ce que j'aime, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a une espèce euh, de, 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 de joie de l'imparfait, tu sais, Ouais. de tu peux rester assis à ton bureau puis écrire ton livre, tu peux, Ouais. mais si tu sors de là, tu vas goûter, tu vas sentir, tu vas toucher des choses qui parfois vont faire mal, mais qui vont t'amener assurément ailleurs, tu Ouais. sais. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup. c'est un peu ça l'art aussi. Tu peux rester en tant que personne qui écrit des blagues pour vivre dans la vie. Ben, je peux rester chez nous à réfléchir à des blagues, mais si je vis rien, ça va être des jeux de mots que je vais écrire. Là. Ouais, Ça va si s'arrêter je là. cherche l'inspiration en regardant mes quatre murs, ça se peut qu'elle soit plus difficile à venir que si je fais juste accepter une invitation d'aller à quelque part ou que je décide d'aller dans un coin de la ville que je suis jamais allée Ouais, ou juste même aller faire, genre, tu sais, je vais aller faire des commissions à mon Jean Coutu habituel, mais finalement, tu vas croiser des gens puis tu vas, tu sais. c'est ça, Fait que, exact. ouais. Ton prochain film, restons dans la veine un peu Hitchcock, mais là, rentrons pour vrai avec Hitchcock. Vertigo, c'est un film de 1958 avec Kim Novak et James Stewart. Encore là, les deux, surtout elle, sont très magnétiques. Elle allait énormément, Kim Novak, dans ce film-là. Un peu la même question que je t'ai posée précédemment. C'est quoi l'histoire de Vertigo? Mais tu sais, en fait, plutôt, je te disais que j'avais fait un cours de cinéma américain au Oui. cégep, puis c'est mon prof de cégep qui m'a fait découvrir Vertigo. Ça m'a amené ailleurs, tu sais, comme encore là, tantôt, j'ai souligné un peu la technique. Ça m'a soufflé, la technique de ce film me souffle Ouais. encore à ce jour. Un truc que j'ai trouvé super intéressant puis que j'avais finalement choisi d'étudier dans ce qu'il fallait faire comme travail par rapport à ce film-là, j'avais fait une étude des profils Hum, dans le film de Vertigo, qui est souvent, qui est pas un plan très utilisé là, pour ouais. présenter des personnages en général. Là. Donc, puis là, justement, le profil implique une face cachée, Ouais. donc le choix de ça par Hitchcock. Aussi, le fameux plan là, qui crée le vertige là, avec un zoom puis un travelling de la caméra à la fin du film, là, qui est un plan après ça qui a été très utilisé. Mhm. Là, qui est un plan Hitchcockien. Là. Donc, vraiment, le côté technique de ce film-là m'a vraiment séduite. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est ça, le côté magnétique. Puis tu sais quoi, les scènes où est-ce qu'il y a beaucoup de scènes où est-ce que la protagoniste est elle-même magnétisée par une toile Ouais. dans un musée représentant une femme. Puis ça me fait un peu penser à l'affaire Thomas Crown. Tu te souviens? Dans quel sens? Tu sais, J'ai jamais vu l'affaire Thomas Crown. l'affaire Thomas Crown, c'est qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a le personnage, il est obsédé par une toile dans un musée, puis il y a une enquêteur elle pense qu'il va le voler parce que c'est Hum. un voleur d'art visuel notoire. Puis finalement, il passe des jours et des heures à regarder une même toile, mais finalement, c'est la toile d'à côté qui vole. Mais Bref, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes où est-ce qu'il contemple cette œuvre-là, puis il y a beaucoup ça aussi dans Vertigo, où est-ce que le personnage de Stewart, il regarde Kim Novak regarder une toile, ouais. puis toi, tu regardes James Stewart Puis, regarder une femme qui regarde une oui, puis toile. la toile que Ken Novak regarde, si je me souviens bien, c'est une femme de dos. Est-ce que ça se peut? Elle est comme de côté un peu avec Ouais, le ok. chignon. Ouais, non, c'est ça. On voit quand même son visage, ceci Ok. dit. C'est ça, mais ça reste Mais quand même une partie du visage, donc c'est on voit pas ça. tout de cette femme-là. Donc c'est une toile d'une femme de biais un Qui peu de cache quelque chose. regardée par une Ouais. femme de biais un peu de dos qui cache quelque chose. Un gars qui est de dos à nous, puis nous, le spectateur, qui regardons Oui, ça, il y a comme un niveau de lecture, puis un niveau d'interprétation là-dedans qui est fou.
Exact. C'est ça, il y a des détails là, que j'aime beaucoup. Par exemple aussi, tu sais, un moment donné, le personnage suit Kim Novak en voiture. Puis, tu sais, souvent dans les scènes où est-ce qu'on suit un personnage dans une voiture, la route qu'il prend ne nous concerne pas tant ou peut être coupée au montage ou peu importe. Mais la façon dont Hitchcock a construit les scènes de poursuite de voiture, si tu veux faire le chemin exact que les personnages ont pris à San Francisco, tu peux, parce qu'il n'a pas coupé. Tu peux vraiment tourner sur telle rue et ensuite tourner sur telle rue. Tu sais, il y a des détails comme ça qui sont absolument exceptionnels, je trouve, tu sais. Puis enfin, c'est ça, c'est ce film-là, principalement, la trame, c'est encore là l'obsession de quelqu'un pour quelqu'un d'autre, un peu comme dans Swimming Pool. Puis c'est toi-même, tu te retrouves à avoir cette obsession-là, puis des fois, tu la comprends même pas tout à fait. Tu sais, toi aussi, t'es, comme tu dis, il y a un côté magnétique, mais comment ça, je le ressens. Tu sais, Hitchcock fait en sorte avec cette technique-là que tu ressens ça, mais tu fais encore là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Tu sais, il y a beaucoup, tu peux terminer ce film-là aussi avec beaucoup, beaucoup de questions. Puis j'adore ça. Mais il y a une scène de ce film-là, quand j'y repense, que je trouve extrêmement troublante. C'est c'est un film de 1958, je pense que je peux le spoiler un peu, mais il y a un personnage de qui James Stewart tombe amoureux, qui est joué justement par Kim Novak, qui meurt abruptement. Et quelques mois, quelques années plus tard, il retrouve une femme qui est son sosie. Il en retombe amoureux, mais il finit par la transformer peu à peu en cette femme-là qu'il a perdue, jusqu'à refaire ses cheveux, refaire sa garde-robe, refaire son maquillage. Tout. Il recrée une femme qu'il a aimée, ce qui est déjà très... ce qui est wrong, mais vraiment pas farfelu ou inusité. Tu sais, combien de fois t'as une amie ou un ami qui laisse son chum ou sa blonde puis qui sort avec quelqu'un de nouveau puis c'est la copie conforme de l'autre personne je sais. C'est très souvent ça. Le pattern est tout le temps répété. Mais quand il finit par arriver à cette transformation-là, la façon qu'il l'embrasse, la caméra qui tourne autour d'eux, le décor qui tourne en même temps qu'eux, j'ai pas l'impression de voir un baiser, j'ai l'impression de voir un vampire qui mord le cou de sa victime, puis enfin, il a réussi à l'absorber complètement. Je trouve ça fascinant, ce moment-là, parce que c'est pas de l'amour qui est montré, c'est de la possessivité. James Stewart n'est pas amoureux de cette femme-là. C'est une obsession, puis il y a une espèce de folie là-dedans, puis la façon dont on bouge avec eux, l'éclairage aussi de cette scène-là, les couleurs très vives, le néon de l'hôtel, ça rajoute il a atteint le niveau là, de folie là, sur lequel qu'on construit depuis le début, là, tu sais. Fait que, c'est absolument... c'est ça, c'est comme tu dis, c'est à quelque part, on sait que c'est wrong, mais nous aussi, on est comme embarqués complètement avec lui là-dedans. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand on découvre l'amour, quand on découvre... on fait des erreurs. Je sais pas si toi, t'as déjà eu des obsessions pour des personnes avec qui que t'as fréquenté. Je sais pas si t'as déjà vécu des situations de même. C'est quoi la pire affaire que t'as faite pour quelqu'un? Oh mon Dieu! Ben, je sais pas si ça se dit, non? On nommera pas de nom, Mais oui, là, tu sais, j'en ai eu là, des comportements là, de je fais semblant que c'est un hasard qu'on se croise, mais tout est calculé, là. Tu sais, on est au même party! Je faisais juste passer! C'est donc bien un bel addon que tu sois là, tu sais. Ouais. Puis après ça, c'est cute, on s'est croisés par hasard, puis là, dans ta tête, t'es comme, ouais, c'est cute. Si tu savais, c'est pas si cute que ça, là. Non. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que on peut tous comprendre ce moment où l'amour devient une folie. Tu sais, des fois, on dit « une douce folie ». Non, des fois, il y a de la folie là-dedans. C'est ça. C'est pas l'amour en aveugle dans Vertigo, c'est l'amour en cinglé. C'est même plus de l'amour, c'est une soif de possession, c'est une soif de...
c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher d'une femme qui a perdu. Ouais. C'est épouvantable. Puis le stratagème dans lequel il est embarqué pour aller là, c'est encore plus malsain parce qu'il y a quelqu'un qui fait bouger les ficelles derrière lui pour l'amener vers la folie encore plus. En tout cas, ce film-là, c'est juste des gens malsains Mhm. qui cohabitent ensemble puis qui se plongent les uns contre les autres vers la folie ultime. C'est débile. Oui, puis tu sais, si on fait l'analogie avec le titre puis le concept, en fait, du vertige que le personnage de Stewart ressent, parce qu'en fait, c'est qu'il il est tombé de haut, on le voit dans les premiers moments du film, ça il développe un vertige, tu sais, l'obsession qu'il a pour cette femme-là, c'est un vertige, puis même s'il a le vertige, et même si plus il monte, plus son vertige augmente, il continue à monter. Puis c'est ça qu'on fait quand on est en amour. Puis même des fois, on le sait, là, on le sait que les comportements qu'on a, si quelqu'un nous voyait aller, il ferait comme wow, tu sais. Mais on continue là-dedans parce que il y a cette attirance-là qu'il y a vers le haut, même si le vertige augmente de plus en plus, tu sais. Ouais. Ton troisième film maintenant, restons dans la veine justement de l'obsession maladive, c'est Eyes Wide Shut. C'est un film de 1999 réalisé par, tout comme Hitchcock, un grand maître du cinéma, Stanley Kubrick, qui met en vedette Tom Cruise, Nicole Kidman à l'époque où ils formaient un couple, et Sidney Pollack, qui est un autre réalisateur de génie. C'est un film qui est complexe à résumer, mais je vais te demander de le faire quand même. C'est quoi Eyes Wide Shut? Écoute, moi, j'ai même lu le livre dont... Trame Novel? Oui, dont le film a été inspiré, Trome Novel, qui est une nouvelle allemande qui pour vrai, tu sais, des fois, les livres et les adaptations cinématographiques peuvent vraiment diverger. Justement, dans le cas de Kubrick, The Shining est un bon exemple. Oui. Mais donc, dans le cas de Trome Novel, c'est vraiment aussi le cas d'un médecin, le médecin qui est joué par Tom Cruise dans le film et sa conjointe. Puis, il y a la dichotomie entre lui qui vit une nuit de débauche sexuelle. Et même pas à 100%, parce que finalement, lui, il fait rien, mais il touche, il voit, il se rend partout. Il la consomme sans que physiquement il soit impliqué sexuellement. Et elle qui a des fantasmes et un rêve bien précis qu'elle relate versus un homme qu'elle a croisé. Donc, elle a fantasmé sur un homme qu'elle a croisé, exactement. Puis, dans le fond, ce que le livre et le film posent comme question, qui est une question dont je n'ai pas la réponse et qui me hante, pas qui me hante, j'y pense pas à chaque jour, mais c'est que ça pose la question de est-ce que rêver ou fantasmer de tromper quelqu'un, c'est aussi grave ou c'est la même chose que de le faire pour vrai? Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, de ce que je comprends, en tout cas que les deux œuvres essayent de dire, c'est que quand la trahison mentale est faite, est faite. Fait que, tu sais, est-ce que c'est pire, donc, Nicole Kidman qui a fantasmé sur un autre homme, et non seulement a fantasmé sur un autre homme, le communique explicitement à son mari pour lui faire ressentir de la jalousie et de l'envie et tout ça. Tu sais, finalement, c'est un peu la même chose, tu sais. Puis tu sais, des fois, quand on parle justement avec des amis ou de quand tu as trompé quelqu'un, là, finalement, souvent, ce que le conjointe qui a été trompé va dire, c'est pas tant le geste, c'est le fait que, mettons, tu l'as aimé ou que tu aies partagé une intimité, que moi, je pensais qu'on partageait ensemble, tu la partages avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait mal, tu sais. Fait que c'est donc, quand tu te couches le soir, c'est sur quelqu'un d'autre que tu fantasmes, tu sais. Donc, là, je dis pas là, qu'on peut pas penser à d'autres gens. Là, c'est pas ça que je veux dire. Là, puis on contrôle pas nécessairement nos pensées, puis on contrôle pas nécessairement... C'est ça, tu sais, mais je dis juste, c'est ça que le film soulève, puis que je trouve intéressant. Quand t'es ailleurs dans ta tête,
c'est là aussi que la coupure se fait, tu sais, de la personne avec qui tu partages ta vie. Bref. Fait que donc, ça me fascine comme question. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que dans des soupers d'amis ou même avec ton chum, ta blonde, de parler de ce film-là ou de cette œuvre-là, du livre ou des deux, c'est tellement une discussion intéressante à avoir. C'est une discussion, c'est vraiment la relation de couple, les bases d'une relation de couple, les règles du couple. Ouais. Ça me fait penser que ça ramène au podcast Couple ouvert puis son titre. Là. Mais, fait que c'est ça. Je trouve ça absolument, absolument fascinant comme réflexion sur le couple. Je trouve ça tellement next level que ce soit Nicole Kidman puis Tom Cruise qui joue ça à l'apogée médiatique de ce couple-là. Ben oui, En puis... fait, c'était un couple qui allait super mal puis on le savait pas. Non, c'est ça. C'est malade. Puis qui ont un peu été forcés de rester ensemble parce qu'un réalisateur leur a demandé de tourner pendant 1 an et demi un film qui n'arrivait pas à finir. Puis ce qui est fascinant encore plus, c'est que Stanley Kubrick, un soir, a fini le montage de son film. Il est allé se coucher en disant « This is a piece of shit », puis il est mort dans la nuit. Ouais. Fait que lui, il est mort insatisfait par ce film-là, mais ce film-là, à mon sens, c'est le film qui conclut tellement bien la filmographie de Kubrick parce que ça finit sur un mot qui est hallucinant, c'est le mot « fuck ». C'est eux qui se... Tout le long du film, justement, ils pensent à aller voir ailleurs. Tom Cruise fait toute l'espèce de pèlerinage qui l'amène vers toutes les perversions, autant dans des orgies, des espèces d'orgies de gens masqués, une espèce de carnaval italien. Il est même confronté à de la pédophilie dans le film par une jeune femme qui est clairement pas majeure, mais qui veut l'attirer. Puis les deux, à la fin, sont dans un magasin de jouets en se disant ben, il nous reste juste une chose à faire, c'est fourrer. Fuck. Ouais. Ça finit avec qui ça, souvent, c'est fascinant. Tu sais, puis ouais, que c'est vrai que tu dis que toute son œuvre finit avec on aurait juste fou. Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est vrai aussi que ça règle le problème dans le couple, tu sais, parce que tu vis des affaires, tu vis de la haine, de la jalousie, de la distance, nanana, puis finalement, quand le couple se retrouve dans ça. Je me souviens, c'est dans un tramway nommé Désir, puis là, je vais mal le quoter parce que à bout de nez comme ça, là, je me souviens pas de la phrase exacte, mais un moment donné, la femme du couple dit à la visiteur, elle dit, il y a des choses qui se passent dans la chambre à coucher d'un couple qui regarde juste le couple puis qui explique bien des affaires. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, justement, encore là, tu peux être dans un groupe d'amis puis ton ami est en relation amoureuse puis t'es comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens puis ce gars-là, il est pas fait pour toi ou telle fille, il est pas faite pour toi. Puis finalement, oui, mais on partage une intimité puis on partage quelque chose que ça, c'est difficile à dire avec des mots puis c'est difficile à comprendre pour quelqu'un d'autre qui ne le vit pas. Ouais. Puis je pense que donc ce couple-là s'égare et s'éloigne pour finalement juste faire, hey, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver notre intimité, puis ça va faire du bien, tu sais. Ouais. Puis oui, puis en effet, comme tu dis, le pèlerinage de Tom Cruise qui, tu sais, oui, il visite l'espèce d'orgie de mascarade, mais c'est que tu te rends compte que la ville, puis leur cercle social, puis peu importe où ils se retrouvent dans la rue, c'est tout le temps une orgie. Il y a tout le temps de la sexualité, de la violence même sexuelle, de la prostitution, de l'amour d'un soir. La fille, tu sais, qui voit au café à côté du bar où son ami pianiste joue, ben on comprend que finalement, si elle connaît l'hôtel où il habite, c'est parce qu'elle a eu un flirt avec. Ça fait oui, je sais de qui tu parles, tu sais. Tout le monde a une relation amoureuse, sexuelle, de tension quelconque avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est fascinant. C'est fascinant. C'est que je trouve aussi, à travers ces 3 films-là aussi, ce que ça montre, c'est que tout le monde a des perversions. Ouais. C'est latent, puis ça se traduit dans toutes sortes de façons. Puis il n'y en a pas de bonne façon. Non, c'est ça que ça dit. Mais ce qui est fou, c'est que dans tes 3 films, la séduction est En fait, la séduction et l'emprise sont des armes de destruction de l'autre. Ouais. Puis on
on travaille, autant toi, moi, ton chum, dans des milieux où est-ce qu'il faut qu'on se vende, où est-ce qu'il faut qu'on séduise, où est-ce qu'il faut qu'on soit toujours... si tu vas faire un pitch pour un projet, où tu passes à la radio, tu passes à la télé, tout ça, faut que tu sois, entre guillemets, beau. Faut que tu te présentes bien. Puis on en voit des gens qui finissent par utiliser ces tribunes-là comme des armes. Il y en a qui en perdent des plumes, il y en a qui en perdent beaucoup. Mais c'est quoi ta vision de de toutes les formes de séduction, celles qui sont dans tes films, celles qui sont sociales? Ben, tu le dis bien, c'est que la séduction, puis utiliser la séduction, c'est vraiment une forme de pouvoir. Puis après ça, c'est comment tu l'utilises. Puis justement, quand on le rapporte au couple, mettons, dans Eyes Wide Shut, on le voit bien, tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, la séduction, tu peux la faire at large, ou tu peux aussi choisir d'essayer de la travailler puis de la vivre de façon peut-être un peu plus saine avec une ou des personnes, mettons, ou un cercle plus rapproché de personnes avec qui ça peut être un peu plus plaisant pour les deux, sain pour les deux. Tu sais, quand tu dis à la fin, ils disent « fuck, on aurait fourré », mais on devrait se retrouver puis on devrait le vivre ensemble. T'es la personne avec qui j'ai choisi de vivre ça. Puis quand je me promène puis que je le vis avec d'autres mondes, ben je me heurte à des affaires qui, ouf, des fois me sortent de ma zone de confort ou même me confrontent dans des valeurs très importantes, là, comme quand tu dis il y a de la pédophilie, ou ils rencontrent de la pédophilie, puis c'est cette espèce d'orgie, de mascarade aussi, où est-ce qu'il y a finalement du trafic sexuel, on le comprend aussi un peu comme ça. Fait que oui, c'est ça, la séduction comme arme, mais la séduction qui peut aussi être donc à la fin de la journée, quelque chose, on le disait aussi par rapport à Swimming Pool, qui te sort de ta zone de confort, qui peut être amusant, qui peut être déstabilisant, mais que tu peux aussi en retirer des éléments amusants, agréables, puis c'est ça, d'essayer que ce soit sain, pas toujours une orgie monumentale. C'est ça. Puis dans les 3 films, ça amène à des conclusions totalement différentes. Dans Swimming Pool, sans trop en dévoiler, mais le personnage de Charlotte Rampling en tire un certain bénéfice artistique. Dans Vertigo, ça mène à une perte totale. Puis dans Eyes Wide Shut, c'est des retrouvailles, mais à mon sens, dans Eyes Wide Shut, c'est quand même un couple qui va finir par s'étioler, puis finir par se séparer, se divorcer dans l'année qui suit la fin du film. Pour moi, c'est un couple qui restera pas ensemble dans la vraie vie, ça s'est avéré, mais... Ben, c'est que les deux, comme tu dis, leur relation avec les autres est beaucoup, beaucoup dans la séduction. Puis, tu sais, tu as fait le parallèle avec le domaine artistique, mais tu sais, c'est ça, c'était à cette époque-là, tu sais, je veux dire, c'est encore des sex symboles, mais peut-être Tom un peu moins. Il a bien vieilli, mais en tout cas. Mais tu sais, c'est que c'est ça, c'est que c'est des gens, de par leur charisme, leur beauté, ont un pouvoir incroyable sur tous les gens donc dans la vraie vie, sur tous les gens qu'il rencontrait, mais dans ce film-là aussi, sur tous les gens qu'il rencontre. Il y a tout le temps, ça tombe tout le temps dans la séduction. Il n'y a pas une relation où tu dis c'est une relation d'affaires ou amicales ou normal. Il y a tout le temps un côté où est-ce que c'est ça, il y a un côté charnel à toutes les relations, donc c'est fou, mais c'est ça, il y a des gens qui ont ce pouvoir-là. Puis, je viens juste de m'en rappeler, mais dans les White Shot, quand les deux couchent ensemble, ils se regardent pas eux, ils regardent leur réflexion dans le miroir, mais Nicole Kidman se regarde elle dans le miroir, puis Tom Cruise se regarde lui dans le miroir, il regarde même pas l'autre. C'est ça. C'est tellement malsain comme film. Mais c'est que c'est ça, ils regardent qu'est-ce qu'ils sont en train d'offrir, puis ils se
c'est ça qu'ils sont. Ouais. Qui je suis toujours quelqu'un qui est en train de vendre mon corps et mon charme à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Ouais. C'est absolument fascinant. Vraiment. Là-dessus, on va faire une courte pause. Au retour, pour toi, le destin d'Amélie Poulain n'a pas été fabuleux. Mais peut-être qu'il aurait fallu le tourner en comédie musicale. On s'en reparle. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de films avec mon invité Stéphanie Vandelac, avec qui en première partie on a parlé des films Swimming Pool, Vertigo et Eyes Wide Shut. Je l'ai annoncé avant la pause. Donc, ton film détesté, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film de 2001 de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze et Yolande Moreau. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ou enfin, est-ce que c'est un film que tu as vu, que tu as aimé, que tu as fini par détester, ou c'est un film qu'à la première écoute, tu as fait « Non, ça, je ne l'accepte pas ». C'est le seul film de ma vie que j'ai arrêté. OK. Le seul film de ma vie que j'ai arrêté. J'étais là irritée. Par quoi? Je pense la personnage. Ben, Okay. la réalisation aussi, tu sais, le rythme, les couleurs, je comprends que ça peut être pour ça que bien des gens aiment ce film. Tu sais, comme je reconnais le travail qu'il y a derrière cette technique-là, mais moi, elle m'a profondément irritée. Puis, en fait, la personnage m'a tapé ses nerfs. Puis, tu sais, c'est un truc aussi que, tu sais, moi, je suis pas une grosse fan de séries télé. Tu sais, j'ai quelques coups de cœur, puis bien sûr, là, j'en ai écouté. Mais ça revient à ça pour moi aussi, les séries télé, c'est quand le personnage me gosse, ben j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec elle ensuite. Elle m'a agressée, j'ai pas aimé son attitude, puis je sais que c'est comme un personnage qui est censé être juste comme la joie de vivre incarnée. Mais je pense que c'est ça qui me gosse, tu comprends? Oui. C'était sa joie. Mais ça, je me demande qu'est-ce qui te gossait de ce personnage-là? C'est cette espèce de naïveté et de positivisme à outrance. On dirait que je trouvais pas ça... C'est impossible pour moi que ce soit intègre, tu comprends? Ouais. Tu sais, justement, dans tous les films que j'aime, puis dans les films qu'on a parlé tantôt, puis on en a parlé, tu sais, les gens ont des travers. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Tandis qu'Amélie Poulain, c'est comme... Je suis la meilleure personne au monde, puis je rends la vie de tous magique. Puis je suis comme, non. Mais ce qui est particulier d'Amélie Poulain, je suis pas il y avait un critique quand le film est sorti qui avait dit que c'était un film fasciste. Je suis pas nécessairement d'accord avec cette critique-là. Mais il y a quelque chose de très pervers dans Amélie Poulain où c'est un personnage, Amélie Poulain, qui décide de ce qui est mieux pour les autres à leur place. Et qui se sert de tout ce qu'on ne devrait pas faire. En fait, elle rentre chez quelqu'un pour détruire sa vie, pour remplacer ses pantoufles. Puis tout dans les petites affaires, elle va percer ses câbles électriques pour qu'ils explosent. Elle va changer la composition automatique sur son téléphone pour qu'au lieu qu'il appelle sa mère, ce soit l'asile. Puis toutes ces affaires-là, tu fais, mais quelqu'un ferait ça dans la vraie vie, se ferait arrêter. Mais oui, c'est ça. Est-ce que c'est cute ou c'est complètement fou? Puis tu sais, on en parlait tantôt, justement, aussi, l'amour qui peut tomber dans la folie parfois. Mais là, c'est ça, là. Tu regardes ça d'un œil extérieur.
mais complètement timbrée, cette fille-là. Puis non, là, moi, je trouve pas ça cute, là. Ça m'agresse, là. Tu sais, non, là. Oui, puis c'est une Ben, affaire, c'est un détail dans le film, mais pour moi, puis c'est un film avec lequel j'ai une relation d'amour-haine parce que c'est ça, je trouve ça cute, puis des fois ça me met dans un bon mood, ça me met dans un petit mood de ah ben oui, il y a des choses qui sont jolies, puis quand elle aide une personne aveugle à traverser la rue, puis elle y décrit toutes les affaires qui sont autour, je trouve ça mignon, mais oui, il y a un moment où je fais ah non, ça là, vraiment, tu fais jamais ça dans la vie. Elle a une voisine qui a perdu son mari la trompait. Son mari, je crois qu'il est mort dans un accident d'avion dans les Alpes. Puis elle prend toutes les lettres de cette femme-là, qu'elle découpe pour refaire une nouvelle lettre, comme si son mari l'avait aimée toute sa vie, puis qu'il il l'avait pas trompée, puis qu'il s'ennuyait d'elle, ça. Mais là, je me dis, ouais, mais là, tu joues avec les émotions profondes, puis avec la psychologie des gens, là. Puis aussi, tu changes la réalité parce qu'elle ne te plaît pas. Mais tu sais, ça, c'est complètement fou, là. C'est un grave problème, même dans la société, quand les gens, ils veulent tellement que quelque chose ne soit pas ce qu'il est vraiment. Tu sais, on veut pas y croire que c'est ça, mais on a toutes les évidences sous les yeux là, que c'est ça, puis on veut pas y croire. Elle a toutes les évidences que son mari, finalement, n'était pas le meilleur mari du monde. Puis là, on va maquiller ça pour changer la réalité. Mais c'est pas même que ça marche! Non, c'est ça. Puis t'es mieux de faire face à la réalité puis accepter les résultats, accepter comment l'histoire a été amenée, inventer des récits pour faire croire que ça va être bien puis que t'es un héros ou quoi que ce soit. Non, ça marche pas. Et donc, accepter aussi les travers des gens. Ouais. Tu sais, OK, ton mari t'a trompé, bon, vraiment poche. Ouais. Mais aussi, ça fait partie de l'équation. Puis là, t'es pas obligé non plus de le renier à cause de ça, puis de dire que c'était un mécréant qui mérite rien, mais t'es pas obligé non plus de le transformer en le meilleur amoureux du monde pour mieux passer au travers, tu sais. Ouais. C'est... Ouais, non. Ouais. C'est un film qui... Ouais, c'est un film où je trouve que c'est hypocrite. Ouais. C'est ça. Puis les actions qu'elle fait qui sont mignonnes, comme retrouver une vieille boîte qui contient des jouets qu'un petit garçon avait enfouis dans les années 60 ou 50, puis le retrouver, lui redonner, mais un peu, entre guillemets, par hasard, puis que le gars retrouve ses souvenirs d'enfance, puis ça le rend nostalgique. C'est correct, tu sais, c'est bien, ça le fait reconnecter avec des choses, puis ça lui fait dealer avec des affaires qu'il aurait peut-être voulu enfouir, mais que, justement, là, lui doit faire face à son histoire, mais c'est que ça met ça sur le même pied d'égalité que la manipulation, l'invasion de domicile, l'intrusion. C'est là que je me dis, ouais, non, c'est malsain, puis les répercussions, les impacts de ça sont peut-être pas, tu sais, pas le prix qu'elle doit payer, là, c'est pas une cour de justice non plus, mais par exemple, dans Vertigo, ses actions ont des conséquences graves. Dans Amélie Poulain, les conséquences sont fini avec le gars. C'est correct de même. Puis l'autre qui était méchant avec son employé, il dort. Puis il est fatigué, mais il va changer un peu, mais pas tant que ça. Puis ouais, c'est un drôle. La morale d'Amélie Poulain est très particulière, puis c'est tellement noyé dans le bon sentiment, puis dans le cute, puis dans tout ce qui est beau. Ouais. Puis je trouve qu'on y pardonne bien des affaires parce qu'elle est cute. Ouais. Tu sais, ça revient tantôt, on parlait de charisme et tout ça, mais parce que c'est Audrey Tautou puis que c'est une des plus belles femmes et actrices au monde, elle peut faire des affaires complètement folles, mais vu qu'elle fait avec un petit air sournois puis qu'elle est cute à mort, on fait comme « Oh, c'est mignon! » Mais je sais pas là, à quel point c'est mignon. Là. Non, c'est ça. Prends son voisin de palier que tout ce qu'il fait, c'est peindre la même toile ad nauseam, mais si lui décidait de sortir de chez eux pour faire ça puis rentrer chez quelqu'un avec des aiguilles pour sectionner les câbles électriques, tu ferais « Hey, c'est un méchant malade, ce gars-là, arrêtez-le. » Appeler la police, quelqu'un. Ah oui, la police, ça va pas bien dans sa tête, là. Ah non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, non, j'ai pas trippé. Puis, pour moi, c'est ça. Quand je consacre, là, je vais avoir l'air un peu d'une freak de je calcule le temps que je consacre aux choses, là, mais quand je consacre du temps à un film, ou à une œuvre, une série télé, un livre, si
si je développe un mépris, là, puis là, c'est ça, là, dans mon cas, un mépris pour le personnage principal, ben je peux pas, là, je peux pas poursuivre ça. Ouais. Je peux pas encourager ça. Ouais. T'avais quel âge quand tu l'as vu la première fois? Ou ben, quand tu l'as arrêté la première fois? J'étais quand même, ben, je vais pas dire vieille, là, mais, tu sais, mi-vingtaine. Tu sais, je me souviens de m'être installée chez nous en me disant, je vais écouter ça, puis tout indique, a priori, que c'est mon genre d'affaires, tu sais. Comme tu disais, à Couple ouvert, j'ai beaucoup touché le film romantique, Oui. qui peut être autant drame romantique ou comédie romantique. Tu sais, moi, les légendes d'automne de ce monde, j'aime ça, là. Fait que là, j'étais comme, un petit film cute, romantique, coloré. Tu sais, j'aime Moulin Rouge, j'aime... la fantaisie, j'aime ça, ça me fait pas peur, c'est un genre que j'aime, je suis capable d'embarquer là-dedans. Là, j'étais comme, moi, je pensais là, que c'était là, casting pour moi, puis là, finalement, comme je te dis, je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie, un manque d'intégrité, un abus de pouvoir qu'elle a, qu'on dirait que j'étais comme, ben voyons donc! Fait que, ouais, non, ça n'a pas été un franc succès pour moi. T'as abordé un peu les comédies musicales, Moulin Rouge, tout ça. Justement, ça, c'est ce que tu considères comme étant ton plaisir coupable, les comédies musicales, en particulier Rocky Horror Picture Show. C'est intéressant parce que Rocky Horror Picture Show, on reste dans la perversion, on reste dans la découverte de pulsions sexuelles, érotiques, tout ça en comédie musicale. Pourquoi c'est un plaisir coupable pour toi, le Rocky Horror Picture Show et les comédies musicales at large? Ben, en fait, tu sais, je l'ai choisi comme plaisir coupable parce que je sais que dans la société, la comédie musicale n'est pas nécessairement appréciée, mais pour moi, je le considère même pas comme un plaisir coupable. Pour moi, c'est un plaisir point. Puis c'est les gens qui ont tort de critiquer ce genre de film-là. Le problème, c'est les autres! Mais non, c'est ça. Fait que je le mets dans plaisir coupable parce que je sais que, bon, la comédie musicale n'est pas un genre c'est un genre qui peut être un peu mal aimé. Alors que la comédie musicale est une industrie, en tout cas au théâtre, très, très, très lucrative à New York comme à Londres et à bien d'autres endroits dans le monde. Mais bref, donc oui, la comédie musicale, j'adore ça parce que, ben bon, moi, toute ma jeunesse, j'ai dansé, j'adore chanter, j'ai fait du théâtre, notamment du théâtre musical. Donc, moi, c'est comme la rencontre de plein de formes d'art que j'aime aussi individuellement, puis que ben des fois quand on mélange des affaires, ça peut donner des résultats particuliers, mais je trouve que la comédie musicale, moi je trouve que la rencontre de la danse, du chant, du théâtre et du cinéma, quand ça se ramène au cinéma, pour moi ça fonctionne. Quand les gens disent je comprends pas pourquoi ils se mettent à chanter tu sais, out of the blue, là, en sortant de nulle part. Puis je suis juste comme, quand tu regardes une toile de Picasso puis que le nez n'est pas à la bonne place, tu dis le nez n'est pas à la bonne place, là, oui, c'est ça. Ça fait partie de la proposition artistique que, ben, à ce moment-là, le personnage livre ses émotions en chantant. Maintenant, peut-être que, OK, toi, ça te parle pas, mais c'est pas complètement stupide, là, comme, tu sais, c'est un choix artistique, tu sais, bref. Fait que, comme je dis, je respecte si ça te parle pas, c'est correct. Mais je respecte. En tout cas, non, bref, en tout cas, moi, c'est un genre qui me parle beaucoup. Rocky Horror, ben c'est ça, c'est que comme tu le vois, c'est que c'est un peu la rencontre de plein de choses que j'aime. Donc, oui, il y a cette espèce de décadence sexuelle, perversion, clash entre des gens frigides et des gens complètement éclatés. Tim Curry, quelle interprétation exceptionnelle. C'était un show qui faisait sur scène, qui a été transmis à l'écran. Puis les gens, tu sais, ça a été comme une espèce de succès de la scène underground qui est devenu un succès populaire, je pense, à cause, grâce en fait au talent de Tim Curry dans le rôle principal. Quelle interprétation! Tu sais, pour moi, là, c'est vraiment un exemple parfait d'une interprétation incarnée. Là. Il joue un travesti dans un château de Transylvanie. Là. C'est complètement fou, mais tu y crois. Puis t'es comme... Encore là, il y a un magnétisme envers ce personnage-là que tu comprends les autres personnages de vouloir s'y coller, tu sais.
Les chansons sont amusantes, sont vibrantes, sont dansantes. Il y a Susan Sarandon aussi là-dedans qui Ouais. livre aussi encore là une interprétation en finesse dans un environnement complètement éclaté. Je la trouve absolument brillante. Pour moi, c'est un grand divertissement, le Rocky Horror. As-tu déjà assisté à une des projections où tout le monde est costumé? Oui. Étais-tu toi-même costumé? Oui. Je suis allée 2 fois à Montréal. Je pense que c'est à l'Impérial qui font ça. Oui, j'étais moi-même costumée, pas intense, c'est-à-dire corset, bas filet, talons hauts, mais je touchais un peu à ça, mais pas autant là que Tim dans le film. Mais oui, on s'était amusé un peu. Puis tu sais, quand ils font des projections live comme ça, c'est surtout amusant pour toutes les props que tu peux amener puis t'amuser avec dans la salle, parce qu'en fait, quand ils font des projections live, c'est qu'à plein de moments du film, par exemple, quand c'est les noces, tout le monde se met à pitcher du riz, comme dans le film. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas tant le costume pour moi qui me fait brancher que de l'espèce de connivence qu'on a live avec le film, puis que là, tout le monde s'amuse avec des accessoires, puis s'amuse entre eux et tout ça. Là. Bon, l'alcool aide aussi. C'est le fun de prendre un verre puis d'aller s'amuser là-dedans. Fait que oui, donc c'est ça. Pour moi, je trouve que, tu sais, justement, pour les gens qui peuvent trouver les comédies musicales un peu quétaines, là, donc, ou peut-être, tu sais, qui pensent que les comédies musicales, c'est juste Grease, Hairspray, puis Les Misérables, toutes des choses que j'adore, moi, personnellement, mais je peux comprendre que des gens peuvent trouver ça un peu tacky. Ben, laissez une chance à Rocky Horror Picture Show. Je pense que ça pourrait être une découverte amusante. Il faut que tu acceptes que ça va t'amener, je pense, ailleurs où tu es peut-être habitué d'aller. Mais justement, ça revient à ce qu'on dit depuis le début. Ça peut être ça qui peut être le fun. Puis t'aimerais-tu, parce que, bon, je regarde dans le cinéma québécois, on a 2 films qui sont des comédies musicales qui sont un qui est un peu une parodie, qui est le film X13. L'autre, c'est Fantastica de Gilles Carle. C'est 2 films qui ont été faits. Fantastica, c'est en 80, puis X13, c'est en 71, 72 peut-être. Il n'y a rien d'autre de comédie musicale. C'est un genre que tu aimerais voir dans le cinéma québécois? Oui, puis j'aimerais ça que ce soit original. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, souvent, l'été, en festival, on va voir une adaptation de Mary Poppins Keb, une adaptation de Grease Keb, de Chicago Keb, avec tunes traduites, là, ce que je trouve épouvantable. Là, en tout cas, moi, ça me parle moins, disons, parce que j'aime tellement aussi les originaux, fait qu'on dirait que là, ça me trigger. Là. Par exemple, un Starmania en film ou quelque chose comme ça, là, tu serais down? Ou Starmania, je capote là-dessus. J'adore Starmania. La musique est bonne. L'histoire est cool. L'histoire est tellement encore d'actualité avec ce qu'on vit aujourd'hui, la relation avec le védétariat, la société qui se divise au niveau de ses valeurs. C'est encore tellement relevant à ce jour. Je capoterais qu'il fasse une adaptation ciné. Ben, tu vois, récemment, Rosalie Vaillancourt a fait une petite comédie musicale sur... je vais pas dire petit, c'est réducteur. Je veux dire une comédie musicale sur Instagram et sur YouTube. Elle a aussi défendu le genre dans les médias en disant que c'est un genre qu'elle aime. C'est un genre qui est original. Oui, puis ça lui a été refusé par tellement de boîtes de prod à cause du sujet, parce qu'elle s'attaque au milieu de la production, elle s'attaque au milieu des arts et spectacles. Elle s'attaque aux producteurs, aux gens qui veulent juste voir, tu sais, qui veulent juste signer des jeunes femmes pour coucher avec. Mais tout ça dans un emballage bonbon, dans un emballage rose.
Ben, c'est ça la beauté de l'art, hein? C'est que tu peux dire des affaires terribles de différentes façons, puis parfois justement dans un emballage, comme tu dis, bonbon, mais que quand tu goûtes le bonbon, ben, il passe de travers parce Oui, que c'est ça. là! C'est ça. Ben, C'est ça Rent, qu'elle veut c'est dire, une tu sais. comédie musicale sur le sida, tu sais, c'est pas rien non plus. Puis c'est Ouais, ouais, guichet fermé à New York, puis ouais. il y a bien un sujet quand cette comédie musicale-là est arrivée, dont les gens voulaient pas parler, c'était le sida, mais parce qu'il y avait de la musique, les gens sont allés. C'est hallucinant. Ouais, Hamilton, c'est la même chose. ouais, La ouais. présence des personnes racisées dans la politique américaine des années 1700, Mhm. ça l'aborde dans une comédie musicale rappée, fait que ça s'y prête, effectivement. Une comédie musicale que j'adore, qui est Cabaret, qui se déroule pendant l'Allemagne nazie, tu Mhm. sais, c'est rough, là, puis le traitement est complètement assumé, là, c'est pas caché, là, c'est pas, il y a une trame de fond qu'en arrière, c'est le nazisme, mais Ouais. on est dans un cabaret frivole, c'est complètement imbriqué dans la réalité des personnages et du cabaret. Ouais. Du lieu et du public qu'il y a sur place dans cet endroit-là, c'est frappant, tu sais. Fait que c'est ça, l'art, on utilise l'art pour s'approprier des situations, essayer de les dédramatiser, essayer de les revirer de bord puis de se les approprier. L'humour, c'est ça. La comédie musicale, c'est ça. Le cinéma, c'est ça. Ouais. C'est ça qui me fait vibrer là-dedans. Comme tu dis, il faut aller au-delà de la chanson puis de voir qu'est-ce qui est dit Ben dans oui. cette œuvre-là. Là. Ouais. Génial. Ben, c'est ce qui va conclure l'épisode. Merci beaucoup d'avoir participé. Je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode-là avec toi. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment contente de participer à ton podcast que je trouve excellent. Et Hey, merci. j'adore parler de films. Quelle belle forme d'art. Très content d'entendre ça. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ton travail, où est-ce qu'on va? Couple ouvert est disponible sur les plateformes de streaming de podcasts habituelles. Sinon, on est aussi en version vidéo sur YouTube. Moi, je le recommande en vidéo parce que je trouve que souvent, dans nos expressions et dans notre dynamique, il peut y avoir des faces phonées à voir. Donc, oui, écoutez notre podcast Couple ouvert. On a beaucoup de plaisir à le faire. Joignez-vous au groupe Facebook. On s'amuse. Si vous êtes fan du podcast, on s'amuse vraiment. T'es d'ailleurs sur le groupe, puis tu le nourris bien. Merci. Donc, ouais, c'est ça. Suivez notre podcast. C'est vraiment c'est mon bébé de l'année. Mon deuxième bébé de l'année, parce que j'ai accouché d'un vrai bébé plus tôt cette année. Désolé, mais c'est un peu réducteur pour le premier bébé de l'année. C'est ça! Mon bébé de l'année, c'est le podcast en deuxième, ma fille. Mais, Bon. mais mon bébé professionnel Oui. de l'année, puis je suis pas mal contente de ce projet-là. Donc, ouais. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Stéphanie Vandelac, on a jasé de film.